Hello, hello, les abonnés de Pige. Nous recevons pour vous dans l'émission Orcade un homme d'exception, je dirais extraordinaire. J'ai nommé le pianiste Thierry Benoît. Hello, hello Thierry. Alors, comment vas-tu? Salut Cynthia, bonjour. Bonjour. Comment je vais? Comment tu me trouves? Bien, magnifique. Je suis derrière mon piano, heureux, privilégié et vivant. Cool. Thierry Benoît, pianiste, auteur, compositeur, et quand j'ai assez d'argent, producteur. J'enseigne aussi le piano et la musique. Donc, à tous les niveaux, je vis de ma passion. Je suis né d'une famille de musiciens de Pointe-à-Pitre. Je considère que je suis la troisième génération entre mon grand-père Stéphane Benoît, mon père Édouard Benoît et ensuite moi. Et j'ai des petits cousins qui s'initient aussi à la musique. Donc ils font partie de la quatrième génération. Notre famille est une famille de musiciens. Mon grand-père a créé un orchestre philharmonique dans les années 50-60, le groupe Esperanza. Ensuite, mon père a été le chef d'orchestre du groupe de son père, Esperanza. Et naturellement, la passion de la musique, on va dire que c'est inné. Mon père, il jouait pas tout le temps à la maison, mais il écoutait beaucoup de musique, tout ce qui est du jazz, beaucoup, et ensuite de la biguine. Donc j'ai été bercé très très jeune par la musique. Ma passion pour la musique en général, et plus précisément pour le piano, ça a commencé depuis l'âge de 3 ans. D'ailleurs, j'ai une photo de moi à cet âge-là où j'allais à la messe des innocents. Je ne sais pas si j'étais encore innocent, mais à 3 ans, je le pense. Donc j'ai une photo de moi au piano, sur un piano, un jouet, à l'âge de 3 ans, où j'avais déjà la posture du pianiste et j'étais déjà assis derrière un piano. Waouh! On va essayer de résumer parce que c'est long. Mais débuter au clavier, au piano, avec mon premier cadeau de mon père, avec la musique, c'était un orgue. Je dis la marque Farfisa à l'époque. Et comme mon père se produisait dans des restaurants, des casinos, j'y allais avec ma mère, gamin, et j'entendais tout le répertoire de mon père. Donc au fur et à mesure, quand je revenais à la maison, pendant toute la semaine, j'essayais de jouer d'oreille le répertoire que je l'entendais.
Et par la suite, que je suis retourné au fur et à mesure avec ma mère, la petite anecdote, c'est que quand l'orchestre prenait une pause, j'allais m'asseoir derrière l'orgue, parce qu'il y avait un orgue à l'époque, et je jouais. Et mes parents m'ont raconté qu'un soir, ils entendent des gens applaudir, etc. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils constatent que c'était moi qui jouais à l'orgue certains titres que mon père jouait. Donc, ils ont constaté, il y avait des touristes qui applaudissaient, qui me mettaient même des pourboires. Donc j'avais déjà, à l'âge de 5 ans, 6 ans, commencé des prestations, on va dire ça. Et par la suite, mon père a pris le relais, me faire vraiment l'éducation musicale, m'apprendre les déliateurs du piano et tous les rouages de pianiste. Mais mon père n'était pas pianiste, il était saxophoniste, mais il a su m'enseigner tous mes débuts au piano. J'ai continué à suivre mon père. Après Saint-Martin, on est rentré en Guadeloupe. Mon père est devenu chef d'orchestre du groupe Les Maxels. Et bien sûr, je le suivais dans les bals et tout comme ça. Et pareil, j'écoutais le répertoire de l'orchestre et je m'entraînais au fur et à mesure, la semaine d'après, à reprendre tous ces titres d'oreille. Et au fur et à mesure, j'ai connu le répertoire de l'orchestre, ce qui m'a permis, quand ils ont eu besoin de changer de pianiste, à l'unanimité, les musiciens ont dit mais qu'on pouvait me garder parce que je connaissais déjà le répertoire. Donc du coup, je me suis retrouvé dès l'âge de 14-15 ans, pianiste avec les Maxels dans les bals. C'était rigolo parce que quand on était sur scène, j'appelais mon père chef parce qu'il était le chef d'orchestre. Et dès que j'avais besoin de quelque chose de spécial, je lui disais papa. Donc ça faisait un peu bizarre de voir un petit gamin sur scène avec son père. Et je jouais déjà avec les grands, quoi, les adultes. Mais c'était une superbe période qui m'a éduqué moi-même en tant qu'homme. Et c'était mes premiers pas dans la musique. Voilà. Ensuite, les études, adolescent. Je suis parti en métropole faire des études d'informatique. Donc j'ai coupé les ponts, ce qu'on appelle aujourd'hui le showbiz, le monde artistique. Pour mes études, j'ai complètement coupé les ponts pendant 2-3 ans. Mais je jouais chez moi pour moi. Mon instrument était toujours le piano, donc je travaillais chez moi. Et je m'étais aussi inscrit au conservatoire de Montreuil, où je me perfectionnais dans la musique, théorie, harmonie, musique, etc. Mais ça c'était personnel, pas dans l'objectif de devenir, de faire carrière dans la musique. Donc, après mes études, j'ai travaillé en tant que cadre informatique dans des grandes entreprises. Mais je pense que mon caractère et ma personnalité m'ont vite rattrapé. Et j'ai voulu me remettre dans le bain du show business et de la musique. Donc pour cela,
il fallait plus que je fréquente un milieu professionnel de cadre d'informatique. Il fallait que je recommence à fréquenter le show business, l'artiste, le milieu artistique. Donc du coup, je me suis mis à sortir, à aller dans des soirées où je savais qu'il y avait des artistes, où j'aurais rencontré du monde là. Et la première sortie que j'ai faite, dans la foule, en passant, j'entends quelqu'un qui dit ouais, je cherche un pianiste, je prépare des concerts, etc., etc. Mais je n'étais pas connu du tout à Paris. Donc, au culot, je vais me présenter à cette personne-là. Et cette personne-là, c'était Monsieur Timothée Hérel. Je me présente. Bien sûr, il a entendu ce nom-là, les Benoît. Bien sûr, je lui confirme que c'est ma famille, mon père, mon grand-père, et que j'avais joué dans les orchestres auparavant et que j'étais pianiste. Et de là, mon premier contact, c'était avec ce monsieur-là, et qui m'a accordé sa confiance, qui m'a donné rendez-vous, et qui m'a dit « Ok, on va répéter, etc. etc. » Donc ça y est, j'avais mis un pied dans le milieu, entre parenthèses, professionnel à Paris de la musique. Et du coup, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres musiciens pendant la répétition et qui ont aussi apprécié mon jeu au piano, ma personnalité, et qui m'ont encore ouvert d'autres portes, que ce soit pour des studios d'enregistrement et après pour des tournées, des concerts, etc. Donc, ça a démarré vraiment comme ça. Parce qu'à Paris, on répétait dans des studios où il y avait plusieurs groupes, il y avait plein d'artistes qui fréquentaient les studios, donc ils entendaient les musiciens répéter, ils rentraient dans des salles, et s'ils trouvaient un guitariste ou un pianiste, ils laissaient leur carte de visite, et on restait en contact, et ça te donnait l'opportunité de jouer avec d'autres artistes, d'autres styles musicaux, des Africains, des Haïtiens, des Brésiliens, des Français. Donc ça ouvrait une porte à tout un choix et ça faisait l'expérience. Donc j'ai travaillé avec pas mal de gens sur la place de Paris. J'ai beaucoup voyagé en Europe. Donc ça m'a permis d'acquérir musicalement beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de concerts d'ambiances différentes. Et le fait d'être sur Paris, bien sûr, j'allais voir des concerts d'artistes que j'aimais quand j'étais adolescent. Stevie Wonder, Kool and the Gang, George Benson. Donc ça m'a permis d'aller les voir en concert, ce qui à l'époque était pratiquement impossible en Guadeloupe. Donc pendant 2-3 années, je me suis familiarisé avec le live, en travaillant beaucoup, en enregistrant beaucoup de styles de musique différents, en écoutant beaucoup des concerts d'artistes de renommée internationale et nationale. Donc cette période-là a été vraiment importante parce que ça m'a permis d'avoir une identité à ma manière de jouer. Le fait d'avoir accompagné différents artistes, différentes couleurs. Par exemple, Timothée était martiniquais. Donc à partir de Timothée, j'ai connu d'autres musiciens martiniquais
qui dominait la place en métropole à Paris. Et j'étais un des rares pianistes guadeloupéens à partager la scène avec d'autres pianistes, en majeure partie des Martiniquais. Nemo, Mario Canonge, Rubinel, Thierry Vaton. Il y avait beaucoup plus de pianistes martiniquais que de pianistes guadeloupéens. Donc, je baignais dans ce milieu-là. Et en devenant homme, je suis aussi devenu père. 86, 87. Il avait fait très très froid en métropole ces années-là. Et j'en ai eu marre de la France. J'ai décidé de rentrer en Guadeloupe. De rentrer chez moi, quoi. Mais ma carrière se passait très bien. J'étais très sollicité. J'ai commencé à gagner ma vie vraiment bien avec la musique. Je commençais à me faire mon prénom en métropole, en Europe. Donc tout se passait vraiment très bien. Et quand j'ai pris la décision de rentrer en Guadeloupe, mes camarades musiciens m'ont dit « Mais non, tu es fou. Tout se passe bien pour toi en métropole. Il n'y a rien aux Antilles, on ne peut pas jouer, on ne peut pas vivre de ça, etc. etc. » Mais malgré tout, depuis cette époque, ma qualité de vie était ce qui était le plus important pour moi. Et je trouvais que, même si je gagnais de l'argent en métropole, mais je n'avais pas la qualité de vie que je voulais. Il me fallait rentrer chez moi en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Il me fallait mon environnement, mon soleil, ma plage. Voilà, il me fallait toute cette qualité de vie. Donc j'ai choisi de rentrer en 87 en Guadeloupe. Après 5 ans en Europe. Mais j'avoue que je suis rentré pas dans l'objectif de faire la musique, parce que je m'attendais à ce que ça ne soit pas possible, puisque j'avais une famille, de vivre de la musique. Donc avant de quitter la métropole, j'avais vendu tous mes instruments. Donc je suis rentré en Guadeloupe avec 0 instrument, parce que c'était déjà dans ma tête que je ne pouvais pas faire de la musique mon travail, ma passion et m'occuper de ma famille. Donc je suis revenu à mes premiers amours, l'informatique, et j'ai rencontré du monde tout de suite encore en Guadeloupe qui m'ont permis d'intégrer une société d'informatique qui était spécialisée dans... C'était le début de l'informatique, dans les cabinets médicaux, tout ça, enfin, partout. Donc j'ai participé à la commercialisation de programmes pour les cabinets médicaux. Ça s'appelait GESCAM. Je me rappelle encore. Gestion des cabinets médicaux. Donc j'ai travaillé dans cette entreprise qui commercialisait ces logiciels. Et de nouveau, la musique m'a rattrapé. Certains musiciens qui me connaissaient depuis adolescent m'ont dit « Comment tu es rentré en Guadeloupe, etc. » Je dis « Oui, je suis de retour définitivement. » Alors j'ai rencontré M. Guy Jacquet, super pote, que je respecte beaucoup. Et à partir de Guy Jacquet, M. Rémi Mondé
Et ils m'ont tous les deux dit, tiens, on a besoin de pianistes pour l'hôtel Méridien à Saint-François. J'ai dit, bon, ben d'accord. Donc j'ai dû racheter des instruments, un piano, pour aller jouer au Méridien avec Zikak de Guy Jacquet. Ça s'est très bien passé. Et à ce moment-là, Guy Jacquet m'a parlé de venir faire des séances en studio. Il travaillait avec le producteur Cervelizo, donc qui était déjà producteur de Gilles Floro, tout ça, que je connaissais de nom. Mais Guy Jacquet me l'a présenté. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu un des pianistes de toute la production Liso Musique. Entre-temps, j'ai revu Christian Zora, qui me connaissait depuis gamin avec mon père dans les Maxels, et qui m'a dit, ah ouais, j'ai entendu que tu enregistrais des trucs là-bas, tout ce que tu faisais en métropole, ce serait bien qu'on refasse de la musique, si tu es de retour, ce serait bien. Alors de mon expérience de la métropole, je lui dis, ouais, ça a changé, il n'y a plus les balles, c'est devenu différent. Il me dit, mais on va se mettre au travail, on va s'adapter. Et donc avec Christian Zora, on a commencé à se revoir et se dire, bon, il nous faut du matériel. Et du coup, on a commencé à investir un petit peu dans... À l'époque, on n'appelait pas ça des home studios. Mais comme j'avais travaillé un peu dans ce sens à Paris, donc je savais à peu près ce qu'il nous fallait. Et on a commencé à s'acheter du matériel pour travailler chez moi. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et comme j'habitais le Rézé à l'époque, Guy Datil aussi habitait le Rézé. On l'a aussi sollicité, on lui a dit, ben, on a commencé un travail, viens voir, viens avec nous. Et Guy Datil nous a rejoints. Donc on s'est retrouvés, Christian Zora, Guy Datil et moi-même, les anciens des Maxels. Mais on s'est dit qu'on ne va pas faire la même chose qu'à l'époque des Maxels. Mais nous avions déjà une expérience de compositeurs, d'arrangeurs, de compositeurs. Mais avec la nouvelle technologie, c'était des nouveaux sons. Kassav était arrivé entre-temps avec le zouk. Donc les repères n'étaient pas les mêmes. Donc dans ce petit studio Rézé chez moi, on a commencé à composer. De mon côté aussi, en métropole, je composais, mais chez moi, rien de précis pour être enregistré. Donc j'avais un peu des idées, le fait d'avoir vu des concerts, d'avoir joué avec différentes personnes. Donc du coup, de toutes ces inspirations est née la couleur d'énergie. Il faudrait savoir que le nom énergie, on l'a trouvé parce qu'on s'est dit à un moment donné, après plus d'une dizaine d'années, qu'il fallait de l'énergie pour revenir à la musique. Et c'est de là qu'est né le nom énergie. Mais le show business n'existait pas. Nous, on n'était pas habitués, nous étions des anciens, des balles, etc., de l'époque, des orchestres. Donc nous n'étions pas encore dans tout ce qui est droits sociaux, droits d'artistes, etc. On était encore dans des passionnés de musique. Donc on a créé le nom énergie. Notre premier réflexe n'a pas été
de déclarer le nom, de protéger, etc., etc. Donc les années qui ont suivi, entre-temps, la radio Énergie s'est créée en métropole et eux, ils ont déclaré Énergie avec toutes sortes d'écritures. Mais nous, on n'existait pas encore. Donc, on n'avait pas encore de succès, etc. Et par la suite, quand Énergie s'est déclaré un groupe à avoir un peu de succès, le nom a été connu. On a eu des attaques et procès, tribunal avec le groupe en métropole Énergie. Donc, voilà comme ça qu'a démarré le nom Énergie. Et la couleur musicale, elle vient du fait de mes expériences passées en Europe, dans les bals, avec Maxels aussi. Et j'avais tellement de choses à enregistrer et à mettre à l'époque sur vinyle, puisqu'il n'y avait pas encore de CD. Donc d'avoir sous la main tout ce qu'il fallait pour composer, eh bien, j'ai beaucoup composé avec mes amis et on a déversé de la musique, des inspirations et on a mélangé tout ça jusqu'à ce que les musiques soient terminées, mais il nous fallait un chanteur. Donc il fallait auditionner. Et voilà, par hasard, comme je faisais du sport aussi, je jouais au foot. Et j'avais rencontré le grand frère Thierry Autin, de Jean-Michel Autin. Et en discutant avec eux, je leur dis, tiens, je prépare un disque, je fais la musique, je cherche un parolier ou je cherche quelqu'un pour des textes, un truc comme ça. Et là, le frère de Jean-Michel me dit, tiens, mais j'ai mon petit frère qui aime la musique, il a un cahier, il écrit plein de chants. Je lui ai dit, ben dis à ton petit frère de passer me voir. Et c'est comme ça que je rencontre Jean-Michel Autin, qui n'était pas venu pour auditionner, pour chanter, qui était venu pour partager avec moi ce qu'il écrivait sur son cahier de gamin, ses textes, ses idées, ses inspirations. Et pendant qu'on est ensemble, je lui fais écouter les musiques d'Énergie qu'on avait déjà composées. Et pendant qu'il les écoute, je l'entends fredonner quelque chose. J'entends au loin. Ça m'a interpellé. La voix et son orientation, son feeling. Ça m'a interpellé. Le mélange de la voix et de la musique. Donc j'ai arrêté la musique. J'ai fait demi-tour et je lui dis, peux-tu refaire ce que tu es en train de faire là? Il me dit quoi? Je lui dis, mais si tu fredonnais quelque chose, je remets la musique, fais-le. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Travailler, travailler, travailler. Et au départ, Jean-Michel n'était pas venu pour chanter. Et c'est sa voix qui m'a interpellé sur cette fameuse musique qu'on avait déjà composée. Et je trouvais que le mélange donnait une très belle couleur. Et de là, je suis resté avec Jean-Michel, à travailler avec lui énormément, chez moi. Et qui dit travailler, dit que ça a créé une symbiose entre le climat Énergie et Jean-Michel. Ça a créé cette couleur-là. Et ça a permis à Jean-Michel d'avoir un pied dans la musique. Je jouais encore au Méridien avec Guy Jacquet et d'autres musiciens. Et parfois, Jean-Michel m'accompagnait. Donc il avait une idée de la scène,
de ce que c'était un concert, une prestation. Et on est parti sur ça. Ensuite, j'enregistrais pas mal d'albums pour l'ISO. Je fréquentais aussi les studios. Donc Jean-Michel m'accompagnait. On était ensemble pratiquement H24. Nous n'avions pas d'heure pour travailler chez moi, dans mon studio. Donc on avait plein d'inspiration. Tout ce qui a donné tous les titres qu'on connaît du groupe Énergie. Pratiquement H24, on était dans la musique. Et on était très très prolifique. Et c'est pour ça qu'on a produit pas mal de choses par la suite. Voilà comment est née Énergie. Les plus belles rencontres, les plus belles expériences. Et alors, je mettrai en premier Timothée Rel, parce que tout a démarré avec lui. Ma vie de musicien professionnel. Ensuite, j'ai aussi connu Pierre Rosier, du groupe Gasoline, qui m'a aussi apporté cette couleur au piano, qu'on appelle le cheval-bois en Martinique, très spécifique. D'ailleurs, un des premiers tubes du groupe Énergie, c'était Planète Plein Mou. Le caille en direction Planète Plein Mou. Et c'est un dérivé du cheval-bois. Et j'avais sollicité Marc Elmira, qui était le bassiste de Dédé Saint-Prix, de Gasoline, qui nous a quittés déjà. Et comme j'avais travaillé avec lui en métropole, donc je le connaissais. Donc quand j'ai pensé à cette couleur de cheval-bois pour Planète Plein Mou, j'ai fait appel à lui pour jouer cette basse très spécifique à Dédé Saint-Prix, Gasoline, etc. Donc, encore de belles rencontres par la suite. J'ai rencontré un artiste aujourd'hui, on parle de l'Angola, mais moi depuis dans les années 85, j'ai travaillé avec un artiste qu'on appelle Bonga Quenda de Barcelona, qui est un ancien athlète olympique de l'Angola. Il faut savoir qu'à l'époque, on était la période de l'apartheid, où Mandela était en prison, tout ça. Et dans l'Europe, dans le monde entier, il y avait des concerts pour l'apartheid en soutien à Mandela, etc. Et quand j'ai connu cet artiste angolais, avec qui j'ai joué 2-3 années, j'ai parcouru l'Europe avec lui. Et sa couleur musicale m'a aussi apporté dans mes orientations et dans mes inspirations. Donc j'ai travaillé avec cet artiste angolais, sans même savoir où était l'Angola à l'époque. J'y avais jamais été. J'y étais pour la première fois en 2012. Nous sommes partis en Angola avec une petite formation, avec Guy Jacquet, Camille, Jacob aussi était là. Donc voilà, tout ça, c'est des expériences. J'ai connu des journalistes, des animateurs, le directeur du musée du Zouk en Angola, je l'ai connu à l'époque. Donc vous voyez, tout ça, ce sont de belles expériences, de belles rencontres. Après, j'ai voyagé, après, je suis parti vivre à Saint-Martin. J'ai rencontré des Cubains, des gens de Curaçao, des groupes connus. Je suis parti à Curaçao en tournée. J'ai joué ce qu'ils appellent festival Paconga, Bonga, je crois, dans leur langue qui est le papiamento. Donc j'ai joué avec tous ces gens-là, j'ai joué une dizaine d'années avec des gars de Curaçao, Aruba, Cuba, Saint-Domingue, la salsa, beaucoup de salsa,
merengue, bachata. Ensuite, j'ai monté un studio à Saint-Martin qui était un des meilleurs de l'île. Donc du coup, on m'a mené beaucoup d'artistes de passage à Saint-Martin. Des musiciens, des chanteurs, des rappeurs, des gars qui faisaient de la dancehall. C'était extraordinaire, quoi. J'ai rencontré pas mal de gens, des touristes qui voulaient des soirées privées avec Level 42, UB40. Donc, des rencontres extraordinaires, quoi. Donc, je remercie la vie et j'aime la vie pour toutes ces belles opportunités qu'elle m'a données, quoi. Mon cœur est rempli de tout ça. Quand je suis revenu de Saint-Martin, j'ai adapté mon expérience avec les différents Caribéens de ce que j'avais appris à Saint-Martin. Et aujourd'hui, je sais que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Vu mon parcours, j'ai la certitude que rien n'arrive par hasard. Et à cette époque, je fréquentais très souvent Jarry, notamment les galeries d'Ouelbourg, qui m'ont permis de connaître les gérants de cette galerie et à qui j'ai proposé de faire des nocturnes, d'ouvrir le centre commercial le soir et d'y faire une animation pendant que les magasins étaient ouverts. Ils étaient sceptiques puisque j'ai proposé ça en début d'année scolaire. Je crois que c'était fin 2013, 2014. J'ai proposé ça. Ils m'ont dit d'accord, mais j'ai dit il faut que ça soit un rendez-vous hebdomadaire. Ce qui ne se faisait pas en Guadeloupe du tout auparavant. Un rendez-vous au même endroit, chaque semaine. Aucun lieu, aucun groupe ne le faisait. Et j'ai pris le pari. Et on m'a dit, mais on ne peut pas commencer en début d'année scolaire, on va commencer en fin d'année, pendant Noël. J'ai dit, non, on commence maintenant. Et en fin d'année, on verra si ça a pris de l'ampleur. Effectivement, on a démarré en pleine rentrée scolaire aux Galeries d'Ouelbourg. Et j'ai appelé les contacts que j'avais, mes anciens amis, Pascal Latour, José Verdol et d'autres musiciens qui sont venus, qui ont été les premiers musiciens de ce fameux projet 3-4, qui n'existait même pas le nom 3-4. Et on a démarré les prestations tous les vendredis. Et on a pu faire de cet événement 48 semaines d'affilée, non-stop. Ce qui a été un succès énorme de par le répertoire du groupe, le nom, le concept. Personne n'employait ce nom avant, un concept pour une formation. Je disais que j'avais créé un concept afin de divertir le public. Je ne faisais pas de l'animation, je faisais du divertissement. En fin de semaine, le vendredi, les gens pouvaient venir avec les enfants, la famille, se divertir, les petits comme les grands et comme les anciens. Et du coup, j'avais créé un répertoire adapté pour les différentes générations. Et ça a pris corps, ça a marché, ça a eu un succès. Jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, 3-4 encore des prestations avec pratiquement 80% du répertoire d'il y a 10 ans.
Et depuis le départ, 3-4 n'a jamais arrêté. Et bien sûr, ça a fait des émules. Les lieux où on pouvait faire de l'animation et qui n'en faisaient pas du tout. Fille de cette expérience des Galeries Douelbourg, tout le monde s'est mis à faire toutes sortes d'animations le vendredi soir. Mais à l'époque, Jarry, il n'y avait rien à Jarry. Jarry ne vivait pas le soir. Quand on a commencé 3-4, Jarry ne vivait pas le soir. Aujourd'hui, vous passez à Jarry le soir, c'est même là qu'il y a de l'animation le soir. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc ça fait des émules sur Jarry qui ont développé de l'animation aussi le vendredi soir. Des boîtes de nuit se sont ouvertes, des lieux pour des spectacles se sont ouverts, etc., etc. Et après ces 48 semaines, 3-4 a eu des demandes dans toute la Guadeloupe. Donc du coup, on a arrêté aux Galeries Douelbourg et on a commencé une tournée énormément de prestations, que ce soit avec des collectivités, que ce soit dans des bars, des restaurants. On a fait connaître toute la Guadeloupe. On a fait des prestations sur la Basse-Terre, sur Pointe-Noire, sur le Moule, sur Sainte-Anne. On a joué dans toute la Guadeloupe. Au début, les gens nous disaient, première chose, ah ouais, mais Gis Pointe-Noire. Je disais, mais c'est en Guadeloupe. Ah ouais, Gis Basse-Terre, c'est toujours en Guadeloupe. Ah ouais, mais Moule, ça loin, pas Gis là. Je disais que c'est en Guadeloupe, viens, le cadre est bien, toujours près de la mer, avec de belles vues, vous dînez dans un cadre agréable. Et voilà, 3-4 a développé ça. Et ensuite, vu que j'avais une vie de noctambule pendant des années, me retrouver en Guadeloupe et attendre le vendredi ou le samedi, et tout le reste de la semaine, il n'y avait rien. Personnellement, je commençais à m'ennuyer. Donc je me suis dit non, il faut que je crée des événements du lundi au lundi. Donc j'ai créé des événements du lundi au lundi. Ce qui fait que 3-4 jouait 7 jours sur 7. Pendant 2-3 années, on a joué pratiquement 7 jours sur 7. Et en précisant pourquoi un touriste ou pourquoi quelqu'un qui aime sortir doit attendre le vendredi soir pour sortir. Moi, j'ai envie de sortir lundi, mardi, mercredi, jeudi, à n'importe quel jour. Donc voilà mon idée. Bien sûr, ce ne sera pas plein tous les jours, mais il y aura quand même quelque chose pour ceux qui veulent sortir. Et vu que ma priorité, c'est être au service du public, donner au public, que ce soit dans mes compositions, que ce soit dans mes prestations, ma priorité est d'offrir au public et de les satisfaire. Mais par la suite, je ne savais pas que j'avais semé. Mais aujourd'hui, j'ai le privilège de récolter ce que j'avais semé. Les gens que je rencontre me félicitent pour mon parcours, me félicitent pour les prestations. Je suis vivant pour le récolter. Donc tout cela, c'est un privilège. Alors, mon message universel sera de l'expérience de ma vie. Mais chacun, nous avons des vies différentes. Je confirmerai ce que les anciens disaient. Ça qu'il a pour de l'eau péchaillée. Je l'ai vécu et je l'ai appris. Après plusieurs graves soucis de santé, j'ai largement eu le temps de faire un comeback sur ma vie, sur ma carrière, et de réaliser que c'est
pas Thierry Benoît qui est fort, qui a du talent. Il en faut un peu. Mais je dirais que le Seigneur a posé sa main sur moi et que je l'ai écouté. À la naissance de mon premier enfant, j'ai pris la décision de gagner moins d'argent et de privilégier ma qualité de vie. Je suis rentré en Guadeloupe en 87 et je suis rentré en Guadeloupe. On a créé le groupe Énergie et jusqu'à aujourd'hui ma carrière continue. Premier choix. À la naissance de mon deuxième enfant, je suis parti vivre à Saint-Martin. Arrivé à Saint-Martin, ça m'a permis de côtoyer des musiciens de la Caraïbe pendant une dizaine d'années. Ça m'a permis d'être enseignant après mes précédentes expériences dans la musique. Ça m'a permis d'être enseignant dans l'éducation nationale. Et après encore des soucis de santé, je reviens en Guadeloupe avec une rumeur que je suis même mort. Et ça m'a permis encore de créer 3-4. Après 10 ans de 3-4, après encore des soucis de santé très graves, Dieu merci, je m'en sors encore. C'est pourquoi au début je vous ai dit vivant, heureux et privilégié. Je pense que ce sont les 3 mots qui aujourd'hui me définissent. Vivant, heureux et privilégié. Après encore un énième souci de santé, je m'en sors et l'inspiration est encore là. Je peux encore jouer. Tout le monde le dit. Je ne sais pas si tout le monde le fait. Vivez. La vie vous a donné l'opportunité d'être vivant. Vivez. Vivez tout ce que votre cœur vous inspire. Tout ce à quoi vous pensez. Vivez pleinement. Aimez. Vivre. Alors, je préciserai de nouveau, ce n'était pas mon projet. La vie me l'a donné, je l'ai pris. J'ai dû faire une prestation au mois de janvier avec le groupe de Jean-Max Mienval et le groupe 3-4. Et ça nous a permis de se rencontrer en tant que musiciens, d'échanger. Et on a apprécié notre échange et on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Mais on parlait ensemble, les 2 groupes, son groupe et le mien. Et du coup, on a commencé à se voir chez moi, tous les 2, et à jouer tous les 2 ensemble. On a trouvé que c'était original. 4 mains, 2 claviers, 4 mains. 2 pianistes, 4 mains. Sans orchestre. On a trouvé ça original. Et comme on dit, on a pris un pied à jouer tous les 2. Comme rien n'arrive par hasard, ça tombait dans une période, là, le mois dernier, où c'était une des premières fêtes communales de la saison. C'était la fête du Lamentin. Et du coup, je propose à la municipalité un voyage musical à 4 mains. Bien sûr, ils m'ont dit, moi, qu'à ça y est. On dit, voilà, il y a tel pianiste et moi. On veut faire une première partie. Nous, 4 mains, les 2 claviers. Ah bon, je me dis, ok. Donc la première prestation s'est passée le
le 25 mai au Lamentin. Ce qui nous a permis de voir si on ne nous envoyait pas des œufs ou des tomates. Mais a priori, les gens étaient tolérants. Ils sont restés, ils ont apprécié. Et nous aussi, Jean-Max et moi, nous avons vu la couleur des 4 mai, l'atmosphère de 4 mai, sans un orchestre derrière. Et ça nous plaît. Donc là, on va continuer une énième inspiration, une énième expérience qui va s'appeler les 4 mai. Et on vous donnera rendez-vous très bientôt. Le pige, en faisant cette interview, j'ai moi-même appris mieux ma carrière. Donc je vous remercie et big up à vous.